Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin pour ce nouveau numéro de Comment ça Wave au sein de notre magnifique bâtiment Wave chez Vinci Énergie à Lille. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Spiegel. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour à tous. Isabelle Spiegel qui est directrice environnement du groupe Vinci, donc de toutes les activités de la grande maison Vinci, et nous allons parler environnement. Vous le savez, on a un petit rituel pour briser la glace et faire rapidement connaissance. As-tu ramené un objet fétiche ou un objet dont tu aurais voulu nous parler? J'ai suivi le rituel, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais j'ai ici un pins, un peu désuet, qui représente 17 couleurs. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Ce sont les objectifs du développement durable portés par les Nations Unies. Donc, je pense que c'est un rappel qui peut être quotidien pour chacun d'entre nous sur finalement ce qu'on est en train de faire, c'est répondre aussi à l'un ou plusieurs de ces objectifs. Parfait, merci. Trois petites questions pour t'embarquer dans notre émission du matin. Plutôt mer, montagne, campagne, ville? Mer et un peu de campagne. D'accord, deux choix, mer et campagne. Petite maison connectée ou petite maison dans la prairie? Alors, je vais continuer dans les deux choix parce que je ne vois absolument pas pourquoi on ne pourrait pas cumuler les deux. Donc, maison connectée dans la prairie. Bon, bah écoute, tu es dans le consensus parce que souvent on nous répond ça. On veut se connecter, mais aussi à la campagne. Et enfin, si tu étais une ville, il y a un choix ou plusieurs choix? Ouais, je vais continuer dans les multi-choix alors. Paris, j'y habite et c'est une des plus belles villes du monde. San Francisco, très en avance sur les questions de transformation, qu'elles soient d'innovation digitale et d'environnement, bien sûr. Et puis, il y a la mer. Voilà. Et Berlin, en Europe, ville extrêmement cosmopolite. Voilà, que j'adore. Alors, c'est formidable parce que c'est un peu ma feuille de route. Moi, tous les invités qu'on reçoit dans Comment ça Wave me donnent une ville et j'ai un deal avec mon patron. On va faire une émission dans les villes citées. Donc là, je vais faire un tour du monde. C'est formidable. Pour démarrer, directrice environnement du groupe Vinci, c'est quoi ton métier? Eh bien, c'est de faire de l'environnement, donc de mettre de l'environnement au cœur des préoccupations, des activités, des projets de Vinci. C'est aussi simple que ça. Environnement, c'est aussi écologie? C'est synonyme ou pas, ces affaires-là? Alors, c'est pas tout à fait synonyme, et moi, je suis vraiment pour appeler mon métier environnement, parce que c'est les éléments factuels, scientifiques qu'on a, et c'est aussi un des trois piliers du développement durable. Donc, économique, social et environnement, voilà, c'est bien dans cet ensemble-là qu'on s'inscrit, là où l'écologie peut être aussi plus pris par des partis politiques, etc., et peut-être isolé des autres piliers, en fait, du développement durable. C'est moins consensuel que le terme environnement, on est d'accord. Alors, tu es à la tête de cette thématique. Du coup, l'ambition du groupe Vinci, comment on décline tout ça? Comment on y réfléchit et comment on va décliner ça dans les différentes entités, chez nos clients? Enfin, la question appelle une réponse peut-être de 2 heures, mais on va essayer de faire court. C'est quoi l'ambition environnementale du groupe? On s'est doté d'une nouvelle ambition environnementale qui est vraiment dans la continuité des engagements de Vinci qui s'appelle le manifeste. Mais du coup, l'ambition environnementale à 2030, on a dit il y a 3 axes prioritaires qui correspondent à nos enjeux principaux. Donc, c'est agir pour le climat, optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire et préserver les milieux naturels. Les milieux naturels, ça correspond à la biodiversité, l'eau, mais également d'autres enjeux, parce que finalement, en fonction de nos activités et de nos géographies, il peut y avoir des enjeux locaux qui émergent. Et donc, finalement, c'est ça qu'on va décliner. Maintenant, on a plusieurs niveaux d'action, parce que c'est d'agir pour nous-mêmes sur nos propres activités. Et là, par exemple, sur le climat, on a dit à l'échelle du groupe, quand on consolide un objectif, ça fait moins 40%. Donc, on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. Et puis, après, c'est de le décliner dans nos secteurs d'activité, avec nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients. Parce que nos activités ne sont pas toutes égales face à ça. Tout à fait. Donc, du coup, quand on est dans le bâtiment, dans le tertiaire, dans l'énergie, dans la construction, dans l'exploitation de concessions et donc de transport, on va avoir des particularités différentes. Et donc, finalement, on garde nos axes prioritaires, mais déclinés pour chacun des métiers et en fonction des enjeux de nos entités. Décliné, du coup, tu as une équipe? Alors, comment ça se passe pour que ça arrive jusque chez nous? Parce qu'on a un modèle économique un peu particulier, on le sait. Hein. Oui, tout à fait. On est très, de toute façon, l'environnement, quelque part, quand je dis c'est
de l'intégrer dans les activités de Vinci. C'est pas moi qui le fais. Je suis dans une capacité d'influence, d'apporter quelques outils, quelques méthodes, etc. Mais c'est surtout un acte managérial derrière, des différents patrons de nos entreprises, de nos entités, qui vont s'approprier le sujet. Donc oui, il y a une petite équipe au niveau central qui répond par exemple à des agences de notation extra-financières, qui fait le rapport annuel, qui propose des outils. Donc on a un calculateur carbone, voilà, on a quelques moyens qu'on développe, mais surtout derrière, il y a des relais dans chacun de nos pôles d'activité. Et puis, je dirais qu'on infuse, on diffuse dans les différentes filières, en fait, qu'elles soient très opérationnelles ou métiers, en fait. Donc en effet, je parlais de modèle économique un peu particulier chez nous, et c'est notre force, c'est que ce sont les entreprises de terrain, les chefs d'entreprise, les managers de zone, de région, qui mettent en application leur politique. Et du coup, tu es là pour donner le là, tu es chef d'orchestre, tu indiques vers où il faut aller, c'est ça qu'on comprend? On donne de la cohérence en fait, et en rappelant si on doit prioriser, parce que tout n'est pas faisable en un claquement de doigts, on va dire, c'est voilà, quels sont les plus gros enjeux sur lesquels, à l'échelle de Vinci, on voit les choses, et c'est là que voilà, on influence pour mettre le poids du corps. Alors du coup, si on fait un petit élément de comparaison avec d'autres entreprises de notre taille ou de notre secteur d'activité, on est comment? On est en avance? On est en retard? Comment on appréhende ce sujet environnement? Je pense que globalement, les secteurs dans lesquels on est, l'immobilier, la construction, on n'est pas très en avance par rapport à des secteurs plus industriels qui ont commencé une certaine transition, on va dire, développement durable il y a plus de 10 ans. Mais on se réveille et pour le coup, quand on a lancé cette phase d'accélération sur l'environnement dans le groupe Vinci, en janvier 2020, c'était quand même juste avant l'arrivée de la pandémie, on a repris un coup d'accélération, on va dire, qui est intéressant. Donc maintenant, quand on voit que l'effet peut-être de pandémie, etc., fait qu'on parle d'environnement régulièrement dans les médias, les investisseurs, etc., donc il y a une vraie accélération qui est en train de se faire, et on était peut-être juste en avance de ce nouveau mouvement, on va dire, d'accélération. Ensuite, heureusement qu'on n'est pas tout seul, parce que ça nous permet de répondre aussi, de se mettre dans la posture de je réponds aux besoins de nos clients, qui eux aussi se dotent d'objectifs. Alors on va y venir à nos clients, parce qu'il y a aussi des clients qui sont comme nous, qui se réveillent, qui ont l'envie, l'ambition, mais c'est peut-être pas aussi simple, on va y revenir. En préparant cet entretien, j'ai bien aimé ta phrase quand tu disais que nous sommes un secteur à impact, et donc on doit agir, parce qu'on a des clés, on a des moyens d'agir pour cette transition et ce sujet environnemental. C'est ça en fait? Je crois que c'est ça, effectivement. Le début, c'est déjà de prendre conscience de son impact et de dire, OK, alors c'est pas que lié à nous, dans notre rôle dans cette chaîne de valeur qui est beaucoup plus globale, mais nos secteurs contribuent à des émissions de gaz à effet de serre, à de l'utilisation de ressources, de l'artificialisation, etc. Alors je t'interromps 2 secondes, parce qu'en effet, je pense qu'on va être d'accord avec ça, mais les bâtiments en France, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires ou industriels, représentent un bon 40% des gaz à effet de serre, et le transport, un autre bon 40%. Enfin, on ne va pas se chamailler sur les chiffres, mais tout ça pèse environ 80%. On est donc directement concerné par ça. On peut agir là-dessus. Exactement. Donc c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, et c'est énorme comme challenge, parce qu'en fait, là où d'autres secteurs ont déjà amorcé des réductions en fait fortes, il y a encore énormément à faire directement dans nos secteurs. Et c'est là que peut-être dans la posture qu'on souhaite prendre, c'est de pas uniquement être bons exécutants, mais c'est de faire savoir les solutions, le potentiel en fait technique qu'on peut apporter pour contribuer de façon positive, on va dire, à réduire cet impact ou directement à recréer de l'impact positif dans nos secteurs. Quand je t'écoute, bien évidemment, nous, on propose des choses à nos clients, à un marché. C'est souvent le marché qui commande. Là, tu vois, il y a un côté économique dans l'affaire, mais ça veut dire qu'on imagine que nos entreprises, nos activités chez Vinci, on a un devoir de pédagogie. On doit expliquer à nos clients sans cesse dans nos devis, dans nos approches, que peut-être on peut faire les choses différemment. C'est ça? C'est comme ça qu'on agit? C'est dans la vision qu'on a voulu se donner, en fait, effectivement, donc très largement portée par notre PDG Xavier Huillard, à dire on doit apporter les solutions, en fait. Donc c'est effectivement un changement de posture pour certains,
mais de se dire finalement, parfois on a des solutions, on voit comment faire pour verdir certains projets. C'est pas beau ce mot, ça fait Pas très beau. ça fait greenwashing. Mais voilà, on voit comment aller vers de la limitation d'impact, de la réduction et changer un peu la donne, mais c'est pas nécessairement demandé dans les appels d'offres. Alors, ça c'est justement, nos clients sont un peu perdus aussi, ils savent pas ce qu'ils doivent demander. Et on a, nous, dans nos métiers, dans toutes les activités de Vinci, il y a plein de parties prenantes. Du bureau d'études, des AMO, des maîtres d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, des fournisseurs. On a du mal avec cette chaîne à mettre un petit peu tout le monde d'accord et proposer des choses. Donc, même si on doit de la pédagogie, comment on fait pour vis-à-vis de nos clients? On doit aller les voir et prendre le temps de leur parler, de proposer des variantes dans nos dossiers, c'est ça? Je pense qu'on va être obligé de passer par là, effectivement, parce que y a qu'en se mettant ensemble autour du problème, et le problème c'est de réussir à faire avec beaucoup moins d'impact environnemental, qu'on va réussir à trouver des solutions. Et donc parfois quand on les a, elles ne sont pas demandées, donc simplement il faut qu'on s'ouvre plus, qu'on dise voilà nous ce qu'on est capable de faire et d'apporter comme solution parfois très technique, etc., pour déjà faire savoir le champ du possible. Et puis effectivement, se mettre autour de la table aussi pour réussir à prioriser aussi, en fait, quelles sont maintenant les actions qu'on peut prendre. Voilà, client, donneur d'ordre, on met le fournisseur dans la boucle s'il le faut pour avancer concrètement. Ce que j'entends là-dedans, c'est que cet effort que l'on doit faire et qu'on fait déjà, bien évidemment, on n'est pas en retard là-dessus, ça va devenir un standard. C'est ça que je comprends. On va plus totalement raisonner en j'ai un cahier des charges, je chiffre avec la meilleure ambition économique. Non, il y aura aussi l'impact carbone, l'impact écologique et comment je fais vivre mon bâtiment ou mes autres activités dans le temps. Ça va devenir un standard, ça? Il y a un effort à fournir au départ pour ceux qui ne le demandent pas déjà, en fait, d'aller montrer effectivement l'offre environnementale, la variante, etc. Et ça, c'est l'effort de pédagogie, c'est le début de l'initiative. Mais ensuite, c'est indéniable, ça va généraliser. Et ça va généraliser pour plein de raisons, parce qu'il y a une prise de conscience sociétale qui est extrêmement forte sur le sujet, parce que la réglementation ou des normes vont continuer à nous pousser, et parce que il y a cette contrainte de budget, notamment carbone, en fait, limite physique de la planète. C'est ça notre point bloquant. Donc aujourd'hui, on va être dans une posture de vraiment, j'apporte, j'ouvre, je montre le champ du possible, je dialogue avec les décisionnaires, on se met autour de la table, mais tout ça dans le but vraiment de généraliser les solutions, en fait. J'ai utilisé un terme qui est terrible, c'est la contrainte. Pas simple, hein, quand on contraint, en général, il y a refus, il y a rejet. Donc il faut y aller en pédagogie. La loi va nous contraindre parce que ça ne va pas assez vite, c'est ça que je comprends. Hein, on simule un petit peu les ressources de la Terre à X années, et donc il faut passer quand même par la contrainte. Après, c'est toujours un choix. C'est soit on exécute et on applique la contrainte et on rentre dedans, et c'est à ça notamment que sert la réglementation. Soit effectivement, on essaie d'anticiper la future contrainte et d'en faire une opportunité. C'est-à-dire que oui, dans l'environnement, il y a un risque pour les business, la restriction, etc. Et il y a un moment donné où ça peut coûter plus cher d'aller gérer correctement l'environnement. Donc ça, c'est l'aspect contrainte. Déjà, je limite mon risque ou je limite mon coût. Mais ensuite, c'est des opportunités également de business, en fait, phénoménales. Donc si j'apporte des solutions d'efficacité énergétique dans le bâtiment, je résous un des piliers là, des objectifs du développement durable sur l'apport de l'énergie et sa décarbonation. Mais c'est du coup, pour nous, entreprises privées aussi, des opportunités du coup directement de revenus en fait, et d'affaires. Oui, on est bien d'accord avec ça. C'est simplement, il faut se faire un peu violence sur ces sujets. Alors déjà, bien les appréhender, donc les comprendre. Donc c'est de l'acculturation, c'est l'effort de comprendre ces sujets, je le répète. Et du coup, essayer de les mettre en musique face à toutes les parties prenantes. Là-dessus, il y a aucun souci. On va le répéter 10 fois pendant l'entretien. Mais du coup, on parlait de contraintes, de cadre légal. Est-ce qu'une entreprise, un groupe comme Vinci, n'irait pas vers une raison d'être? C'est quelque chose parce que le cadre légal, on l'a, hein, bien évidemment, on respecte tout ça avec beaucoup de bonheur. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus et se dire,
j'ai une raison d'être et voilà, je deviens le groupe qui est un groupe environnemental et qui respecte tout ça. C'est possible ça? Le manifeste avait commencé avec ça. Le manifeste, voilà, exactement. On a déjà nos 8 engagements du manifeste. L'environnement est dedans, le social, sociétal, l'éthique sont dedans. Effectivement, la raison d'être, c'est sans doute une continuité, une prochaine étape. Donc, on a amorcé des réflexions là-dessus. C'est pas forcément ça dans un groupe multi-activité, mais effectivement, ça peut être la continuité. Pour mémoire, parce qu'en même temps que j'en parle, je me rends compte que tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec cette notion de raison d'être. Ça veut dire que dans nos statuts, on écrirait clairement quelle est notre raison d'être, quel est l'objet de notre entreprise. Donc on n'est pas juste là pour répondre à un cahier des charges, mais on ferait plus que ça. C'est ça que ça veut dire. On l'inscrit et du coup, le conseil d'administration devient pilote, on va dire, du respect de cette raison d'être. Donc on fait plus de bêtises, si toutefois on en faisait. Il faut la rédiger de façon à ce qu'on soit toujours droit dans ses bottes par rapport à ce qu'on fait, là où on a envie d'aller. Et on sait qu'on sera scruté, qu'on sera regardé, mais du coup, ça deviendra quelque chose de totalement cohérent et inné au sein de l'entreprise. En tout cas, c'est des démarches, et c'est vrai qu'on l'a déjà avec le manifeste, qui donne de la cohérence. C'est-à-dire, quelle que soit la diversité des géographies, des activités, c'est de se dire, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien sur des aspects parfois comportementaux, etc. Mais voilà, qui nous rassemble, qui fait qu'on a des valeurs, et donc, voilà, ça peut s'appeler raison d'être, effectivement, si ça prend la forme que tu as décrite. Et on revient, encore une fois, tout ça, c'est de la cohérence, à la manière dont tu donnes le tempo avec tout ça, ça descend chez les managers s'en emparent et diffusent ça auprès de l'intégralité des collaborateurs. Si je compare avec ce qu'on a vécu en termes de sécurité des personnes, Safety First chez nous, la Safety Week, et puis toute cette grande thématique, on ne vient pas au boulot pour se blesser. Ça fait quelques années que c'est complètement inscrit et ça arrive en premier dans les réunions managériales ou de commerce. L'environnement, ce serait où là-dedans, si on devait se comparer? On est en retard par rapport à la division d'une culture, mais je trouve que le parallèle est bon, au moins aux 3/4, on va dire. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas encore un réflexe, et ça peut le devenir, et c'est-à-dire le parallèle de se dire finalement on a réussi à le faire avec la sécurité. Et on n'en parle même plus. Voilà, on n'en parle plus, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité. Il n'y a plus besoin d'un coup d'accélérateur, mais par contre, il faut maintenir les efforts qu'on a déjà produits sur cet énorme sujet de sécurité. Avec potentiellement des tableaux de bord tous les mois, des indicateurs, on y reviendra peut-être après, mais sur le même principe que les accidents, le taux de fréquence, le taux de gravité. D'accord. Et du coup, l'environnement, il y a déjà des choses qui se font, heureusement, mais en fait, c'est cette dynamique-là. Pour que ce soit un réflexe quotidien pour chacun, il faut sans doute s'inspirer de ce qui a été fait en matière de culture sécurité. Là où ça peut aller plus loin aussi, c'est sur l'aspect, finalement, ça dépasse les frontières de notre entreprise, nos équipes, sur cette approche un peu sectorielle de comment je contribue finalement. Et j'ai la perspective de l'usage final de nos bâtiments par les utilisateurs en tête, et de se dire, tout ça, ça se fait dans cet esprit de répondre à des besoins fondamentaux de l'être humain qui vit sur la planète. Pour que ça parle à tout le monde, et pardonne-moi, je reformule, mais en fait, si on le prend sous l'angle business, c'est comme ça qu'on va embarquer les gens, en fait. Si nos offres vertes, nos offres bas carbone répondent à une demande, ça va générer des commandes. Oui, tout à fait. Et du coup, on a encore plus de potentiel d'impact sur cet aspect-là, je dirais, à influencer le secteur, vu les chiffres qu'on a recités tout à l'heure sur l'impact environnemental de nos secteurs. Effectivement, qu'en agissant chez nous. Maintenant, il faut qu'on soit aussi exemplaire sur notre propre périmètre d'action, en fait, qui est directement dans nos mains. C'est en route. Écoute, moi je le vois avec Vinci Énergie et puis toutes les autres activités que l'on côtoie dans les clubs pivots. On sent bien qu'il y a une forte volonté d'être au rendez-vous de la mesure de ses consommations, le scope 1, le scope 2, on pourra peut-être en parler après, mesurer puis ensuite enclencher la baisse. Donc ça, c'est parti. Et je pense que quand on s'applique à soi-même ces principes, ça permet du coup d'être plus à l'aise avec les clients. Donc on n'est pas si en retard que ça. Et c'est tout à fait le parti qu'on a pris. C'est pour l'appropriation qui colle avec notre modèle. On a besoin de toucher du doigt, d'appliquer des exemples concrets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le groupe, il y a énormément de choses qui sont en cours de test. Sur la mobilité, entre de la mobilité douce, des véhicules hybrides, électriques, des tests d'engins de chantier hybrides électriques ou à hydrogène. Enfin, on a beaucoup de choses sur ce volet-là. Sur les bâtiments, évidemment. Et on n'est pas dans ce bâtiment aujourd'hui pour rien.
Et donc, finalement, le fait de se l'appliquer comme ça aussi de nous et de percevoir directement le retour de nos collaborateurs fait que derrière, on peut savoir comment le déployer également pour nos clients, en fait. Le groupe Vinci est un laboratoire en soi pour ensuite l'appliquer ou le faire savoir chez nos clients. J'aime bien l'image. Ouais, bon, ça va. Une parenthèse, le véhicule électrique, parce que ça intéresse tout le monde. C'est bien, c'est pas bien, c'est de la fausse bonne idée. C'est top, c'est pas top. On en fait quoi de ce sujet? Alors, c'est super question. Et en environnement, c'est le raisonnement qui compte avant d'arriver à la conclusion. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui fait que c'est bien, qu'est-ce qui fait que c'est pas bien? Moi, je pense que c'est bien. J'ai raison? Alors, oui, quand on est, je dirais, dans un pays comme la France, avec une énergie électrique au réseau qui est fortement décarbonée. Parce que c'est ça qui va faire rouler le véhicule. Décarboné, on est d'accord, même si ça peut paraître enfantin de le rappeler. C'est qui ne vient pas de la planète, qui n'est pas une ressource de carbone type pétrole, gaz, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et je dis exprès décarboné puisque ça cumule à la fois de l'énergie nucléaire, enfin l'électricité d'origine nucléaire et d'origine renouvelable. Donc l'éolien, solaire, pas de gaz à effet de serre. Voilà, donc peu de gaz à effet de serre. C'est jamais zéro, hein, en fait, mais voilà, peu de gaz à effet de serre. Donc en France, ça a du sens. En France, ça a du sens parce que voilà, on a cette possibilité d'avoir de l'électricité bas carbone, très bas carbone même au réseau, et donc quelque part, on va compenser le surcoût carbone de la production des batteries électriques dont on entend parler parfois sur l'utilisation en fait. Donc plus on utilise le véhicule électrique, plus effectivement on gagne du poids carbone qui va compenser. Donc les deux courbes de poids carbone d'un véhicule thermique et d'un véhicule électrique, c'est l'électrique qui va être au-dessus en début de vie, mais très vite ça va être une économie de carbone à l'utilisation. D'accord. Et du coup c'est quasiment ce calcul-là qu'il faut faire pays par pays. Et ce qui va changer, l'hypothèse qui change le plus, c'est effectivement le taux de décarbonation ou de carbonation de l'électricité du réseau. Donc, si je suis dans des pays où l'électricité est faite beaucoup à partir de centrales à charbon, vaut mieux pas aller trop vite sur du véhicule électrique ou alors y réfléchir en se disant comment j'ai de l'énergie renouvelable. C'est ça, comment je transforme ma Donc, finalement, je vais chercher des panneaux photovoltaïques, etc., pour aller avoir accès à une source d'électricité renouvelable. Alors, je te remercie pour cette réponse parce que ça fait partie des questions qui suivent. Il faut passer par ce moment de pédagogie rapide, mais factuelle et implacable pour justement pouvoir décider de est-ce que c'est une bonne action ou pas une bonne action. Et on va en parler juste après. Justement, quels sont les clichés que tu dois combattre ton quotidien? Je te vois sourire. Est-ce que tu aurais des ennemis? Est-ce que le poids du corps que tu mets, c'est contre quoi? Effectivement, alors des ennemis, je pense pas, parce que sur la question de l'environnement, on est assez vite tous d'accord en fait. Voilà, il y a suffisamment de faits, qu'ils soient scientifiques, société, etc. Voilà, les insectes qu'on voit de moins en moins sur les pare-brises, on en parlait juste avant. Voilà, donc il y a un fond qui fait que tout le monde est d'accord pour dire finalement l'environnement, il faut bouger. Maintenant, il y a quand même quelques clichés. Et il y a un des clichés, c'est d'associer l'environnement à du bobo militantisme, ça fait par exemple. Alors, ça fait bien, oui et non. C'est de se dire, finalement, il y a toute une partie de l'environnement qui peut vouloir aller trop loin, où on va tomber dans de l'idéologie. Voilà, j'ai cité l'énergie décarbonée nucléaire, ça fait partie des grands débats d'idéologie pour ou contre le nucléaire. Et quand on est dans ce type de débat, ça devient complètement irrationnel. Donc c'est ça en fait qu'il faut combattre comme cliché, c'est le fait de se dire c'est pas bien ou pas bien, parce qu'en fait en environnement c'est comme le véhicule électrique, ça dépend. Donc ayez le bon raisonnement, faut se renseigner, faut regarder, ça demande des efforts. C'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est dur Isabelle, on est français, nous on va les simplifier le plus possible, effectivement. Mais donc pour les simplifier, faut se mettre autour de la table et se dire voilà c'est quoi la direction qu'on prend. Et donc, nous, dans le groupe, en France, le véhicule électrique, go, quoi. Enfin, c'est bon, on a fait nos vérifications, les courbes, je les ai, on sait les montrer à qui nous pose des questions. D'accord. Et donc, à partir de là, allez-y les gars, quoi. On sait pourquoi on le fait. Tu parlais d'idéologie, en effet, c'est quelque chose de terrible parce que l'idéologie, ça fait appel à la conviction. C'est-à-dire, à un moment, ça devient quelque chose d'ancré en soi et on est farouchement contre tout le reste. Et on n'est même plus en capacité d'écouter. En préparant l'entretien, on en a évoqué 3. Le transport et particulièrement l'aérien, ça peut devenir quelque chose de bloquant. Le nucléaire, mais aussi le numérique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arc-boutés sur ça en disant que c'est pas bien.
En fait, Donc ils ne voyagent plus, ils n'ont plus de téléphone et il n'y a plus d'énergie nucléaire. Enfin, c'est pas possible. Il y a une partie militantiste qui peut aller jusque-là, mais en fait, c'est surtout sur l'aérien et le numérique, parce que ce sont deux secteurs qui ont une croissance très forte. Donc qui aujourd'hui pèsent pour 2 et 4% respectivement des émissions globales de la planète, mais qui peuvent atteindre chacun quasiment 10%. Là où on le sait tous, il faut réduire. Au global, il faut réduire. Voilà. Donc ça crée effectivement des comportements qui se disent finalement, est-ce qu'il faut de la décroissance dans certains secteurs? Oui, on n'attend même pas que ça croît, on dit tout de suite, n'y allons pas, quoi. Alors, c'est l'idéologie. Du coup, on est sur l'idéologie. Alors, je pense qu'il faut poser les questions de, voilà, finalement, c'est quoi les besoins fondamentaux du transport à l'international? Peut-être qu'à l'avenir, il y en aura moins. Et d'ailleurs, voilà, on vit une situation de pandémie où il y en a déjà moins. Mais il y en aura toujours un petit peu, et ce transport-là, on peut le décarboner en fait. Voilà. Et nous, derrière, on est une entreprise technique, on avance sur des solutions, donc finalement, c'est là-dessus qu'on peut agir, c'est se dire, par rapport à ça, on peut contribuer à apporter les solutions de décarbonation, et y compris en travaillant sur des biocarburants d'aviation, l'hydrogène pour l'aviation, ce genre de choses. Oui, il n'y a pas de fatalité. C'est bien évidemment on combat l'idéologie, et puis il y a certainement des choses à faire dans ces secteurs qui, de toute façon, vont croître. Quoi qu'on en dise, ça va croître. Tu as évoqué, justement, dans cette phrase que tu viens de préciser, nous, ici, chez Vinci, on a des choses à faire. Et ça, le déclencheur, tu me le disais en préparation, c'est l'accord de Paris qui est un peu un événement fondateur entre les États et le privé, c'est ça? Ouais. Ça a mis d'accord à la fois les États et les entreprises privées. Tu peux nous en parler de ça? Il a marqué un temps effectivement de changement là-dessus, parce que le développement durable, c'est inscrit depuis longtemps, donc on le sait, on l'a quelque part un peu tous dans notre subconscient, peut-être pour certains. Mais du coup, l'accord de Paris, c'est la première fois où vraiment les États, les entreprises et également la société civile, via des associations, se sont dit, en fait, on n'a pas le choix, il faut bouger en fait sur le changement climatique. Et une des parties seule ne peut pas changer la donne en fait. Donc il faut forcément se mettre ensemble pour réussir à avancer. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'État avec des réglementations et puis il y a des engagements des entreprises. C'est ce qu'on voit dans la loi, ça se traduit par le législateur, on voit des contraintes, mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi, donc on doit l'appliquer. Et puis du coup, on se dit que dans des entreprises comme les nôtres, c'est un terreau magnifique d'avoir autant de salariés, de collaborateurs à qui on peut passer un message environnemental, ou en tout cas de se dire, voyez, si chacun fait un peu sa part, et je t'emmène vers cette thématique, ça a plus de poids que d'attendre que l'État ou la collectivité dans laquelle on évolue le fasse pour nous. Ça ne peut pas marcher, ça. Donc chacun doit faire sa part, tant une entreprise que le collaborateur. Surtout que si on s'attend tous les uns les autres, ça bougera, mais de façon hyper lente, et on n'a plus le temps en fait. Donc on parle souvent d'urgence environnementale ou climatique, et effectivement c'est là où chacun dans sa zone d'influence ou de pouvoir, simplement d'action, doit prendre sa part effectivement des choses. Et on ne peut pas uniquement attendre que la réglementation de la contrainte arrive pour se dire c'est ça qui nous fera bouger. Et aujourd'hui, c'est cette logique d'opportunité aussi qu'il faut qu'on déclenche. C'est pas qu'une approche risque en fait, tout ce qui nous arrive dessus, c'est bien une logique d'opportunité. Et c'est là que du coup, pour les entreprises, ça nous parle en fait. C'est ce qu'on évoque, la croissance verte, c'est le côté positif de l'affaire, qu'on n'entend pas beaucoup. On entend plutôt des annonces un peu anxiogènes, des scientifiques, pseudo-scientifiques qui disent en gros c'est foutu, on n'y arrivera pas. Ça fait mal ça quand on est dans cette activité. Mais encore une fois, on revient à... Oui, ça fait mal parce que en fait, on sait qu'on a un escalier à gravir. Mais le problème, c'est que la marche, là, à franchir dans les années qui viennent, elle est hyper haute. Ou peut-être les quelques marches. Et on ne peut pas tout faire en 2049, en fait, par rapport à 2050. Et donc, c'est ça le côté un peu anxiogène. C'est qu'en fait, on est capable d'avoir une vision, je sais pas, d'un monde décarboné en 2050. Par contre, la vitesse à laquelle on va mettre en œuvre, si on est trop lent, aura des conséquences en termes de réchauffement. C'est vraiment ça le sujet. Et comme on commence à avoir des événements climatiques avec des pics de chaleur d'été, du stress hydrique, des inondations de plus en plus fréquents, c'est ça le petit côté anxiogène.
Mais maintenant, la balle est dans nos mains, en fait. Enfin, on peut clairement agir sur des aspects de accélérer la technologie. Ça, on sait faire. Donc c'est la pratique des petits pas. On y va pas à pas, chacun fait sa part et c'est comme ça qu'on réussira à embarquer tout le monde. Ouais, mais cela dit, c'est pas que des petits pas, mais c'est chacun doit agir à son niveau. Il y a des petits pas et il en faut quelques gros aussi. Et effectivement, faut qu'on arrive à passer à de la généralisation, en fait. On arrive pas au terme, parce que c'est tellement intéressant, de l'entretien qu'on a préparé. Par contre, on a Des questions. Des questions, en effet, parce que c'est en live et il y a un chat. Et on fait traditionnellement cette conclusion sur les questions. Donc en gros, on va refaire une émission vu la liste des questions. Donc je vais tenter de synthétiser tout ça. J'avais quand même une chose à évoquer avant d'aborder les questions, c'est que tu m'as dit surtout, une des clés, c'est de ne pas opposer croissance et décroissance. On l'a dit tout à l'heure. Cette thématique environnementale, c'est pas de la décroissance, bien au contraire, c'est une transformation. C'est la transformation, ce qu'il faut, c'est l'équilibre en fait. Je crois beaucoup au développement durable, économie, environnement, social, ça fonctionne ensemble. Et il n'y a que en alliant, on va dire, ces concepts-là qu'on va réussir la transformation. Sinon, si on mise que d'un côté, et ça peut être un côté environnement, Oui. C'est pas équilibré, ça marchera pas en fait. C'est ça. Donc il faut que chacun y trouve son compte et sa valeur ajoutée en fait. Donc il faut effectivement les allier. On a du boulot. Hein. Ouais, on a du boulot. Non, mais c'est facile à dire et pas facile à faire, mais on avance, c'est ce qui me rend positive aussi. Alors, j'espère que je vais bien la préciser. La question, c'est quel est l'ordre de grandeur sur une année des émissions de gaz à effet de serre de notre groupe? Tu sais mesurer ça déjà? Tu as un indicateur qui le dit? Oui. On le mesure. C'est dans nos rapports annuels. Donc, en fait, les émissions de gaz à effet de serre de Vinci, c'est 2,2 millions de tonnes de CO2 équivalentes du coup par an. Toute activité. Tout Vinci. Monde. D'accord. Tout à fait. Si je me projette sur les secteurs et également je rajoute les aspects clients, on est sur de l'ordre plutôt de 41 millions de tonnes. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Donc il y a ce qu'on apporte nous directement avec l'énergie qu'on consomme dans nos bureaux et le carburant de nos véhicules, 2,2. Notre rayon d'influence, c'est 41. D'accord. C'est aussi simple que ça. On l'a calculé, on a passé du temps. Enfin, c'est clairement, il y a de la mécanique derrière. J'imagine bien. Du coup, c'est parce qu'on est tous sollicités sur ces sujets, on remonte des informations et c'est ce qui permet de compiler en centrale. C'est parfaitement dans ton spectre. Du coup, on a des choses à communiquer, c'est une autre question, sur vers quoi on va, la réduction. Donc, on part de cet état des lieux, là, c'est ça? Et c'est ça qu'on va diminuer. Ouais. Alors, pourtant, l'entreprise, elle est aussi en croissance. Donc, il y a un moment, il y a deux courbes qu'il va falloir modéliser. Oui, mais on a fait ce travail-là, en fait. C'est-à-dire qu'avant d'annoncer notre ambition environnementale et les 3 axes que je vous ai donnés, on a fait un travail pour se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est ça. Voilà. Donc, on a listé des actions avec, OK, je vais mettre en place de l'éco-conduite, je vais passer à des véhicules un peu électriques, de l'hybride quand je ne peux pas faire de l'électrique, etc., etc. Donc, on a listé tout ça. Et c'est avec ça en tête qu'on a dit, OK, donc on peut se donner un premier jalon qui va être de réduire de 40% nos émissions. Donc c'est en gros 900 000 tonnes. Voilà. Donc sur les 2,2 millions, on 900 va… 000 tonnes, retenez ça, s'il y a une mesure à faire. Voilà, c'est ça qu'on veut réduire. Et donc c'est ça qu'on pilote maintenant chaque année en se disant est-ce qu'on avance assez vite ou pas par rapport à cette trajectoire de réduction qu'on s'est imposée à nous-mêmes en fait. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que notre président est incentivé sur ce genre, et pas que lui, peut-être tout le COMEX est incentivé sur ce genre d'objectif. Alors on pilote, je peux vous dire que ça passe également au conseil d'administration chaque année pour regarder comment on avance là-dessus. Et on est incentivé aussi sur les notations extra-financières, donc directement. Je l'ai dit, que le rapport extra-financier était formidable, qu'il fallait le consulter. Oui, je t'en remercie. Où en est-on dans le secteur de l'énergie chez Vinci? Quelles sont les avancées environnementales notoires mises en place? Est-ce qu'il y a vraiment le top 2, le top 3 de ce qui a été fait, un peu flash, là, comme ça? Tu as un ou deux exemples à nous donner? Moi, je pense nos engins de chantier, oui, on avance à plein de niveaux. Donc sur les engins, oui, parce qu'il y a des engins électriques. Ça y est, ça arrive. Ça y est, ça arrive. Et on travaille avec des fournisseurs d'engins.
qui sont prêts à nous proposer de tester en fait des nouvelles motorisations, etc., dans le domaine de l'hybride, de l'électrique, voire un jour de l'hydrogène. Si on ne peut pas, donc, des biocarburants peut-être? Des biocarburants, on avance. On a un partenariat, et d'ailleurs dans les Hauts-de-France, on l'utilise. Avec le groupe Avril? Exactement. D'accord. Voilà. On avance sur des solutions, je pense qu'en termes d'efficacité énergétique, qu'on soit dans le bâtiment ou dans le domaine industriel, on a énormément de choses à apporter. En tout cas, on a les offres. On revient à ce que je disais tout à l'heure. On a ça presque sur étagère, simplement. On doit passer par cette phase de pédagogie et d'embarquer nos clients avec nous sur on va vous aider à réduire vos consommations, c'est ça. Et du coup, on se l'applique aussi à nous-mêmes. Oui. Puisqu'en fait, Vinci Énergie France a mis en place un diagnostic de performance environnementale de ses propres bâtiments, avec une classification, et pour explorer ce terrain de jeu qui est le nôtre, du coup, alors on n'est pas propriétaire de tous les bâtiments, mais se dire déjà, si on s'applique à nous-mêmes ce qu'on aimerait que les clients en fassent, en fait, on aura plus d'exemples concrets à partager. Absolument. On a, pour information, chez Vinci Énergie France, environ 800-850 implantations en France. Comme tu l'as dit, on n'est pas toujours propriétaire de nos locaux, mais ce diagnostic a été fait, lancé, et le plan d'action pour réduire nos consommations est aussi lancé. Donc, comme on le disait, on le répète, on se fait un peu mal nous-mêmes pour être performant. Donc ça, c'est une avancée environnementale notoire, parce que par effet de conséquence, c'est moins de consommation. On est dans l'étape d'après 2050. Ouais. La neutralité carbone. Tiens, ça me fait penser que quand j'utilise un moteur de recherche hyper connu qui s'appelle, ça commence par goût, ça finit par gueule, ils disent neutralité carbone depuis 2007. Bon, nous, la neutralité carbone, comment on fait? Est-ce qu'on compense? Est-ce qu'on achète des green bonds? Comment on fait? Alors, on n'achète pas de green bonds parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, on s'est dit, on est dans une trajectoire de neutralité carbone. C'est ça qu'il faut atteindre. 2050, voilà, on souhaite être neutre en carbone. Vinci, c'est le cap qu'on s'est fixé. Maintenant, effectivement, la neutralité, on l'obtient par un mix d'actions. Certains l'obtiennent par la compensation, donc en achetant du crédit carbone. Il y a des marchés, on peut acheter des crédits et on s'achète sa compensation. Nous, on s'est dit, on ne veut pas le faire comme ça, on veut le faire dans une optique net zéro, pour ceux qui suivent aussi un peu la dynamique. Et donc, c'est finalement d'être capable de séparer les compartiments d'action. Et notre premier jalon, c'est de la réduction pure. Les 40% là où je veux réduire, c'est à 2030, je veux faire déjà de la réduction là-dessus. Et on verra entre 2030 et 2050, on a encore un peu de temps, donc il y aura encore de la réduction. Et puis vraiment, le résiduel, oui, on ira le compenser en fait. On est d'accord. Mais si possible, sur des activités qui sont proches de nos métiers aussi. Donc, on a des carrières, on les réhabilite, peut-être qu'on pourra planter des arbres, on a du foncier, etc. Donc, il y a des choses qu'on pourra rapprocher plutôt que d'acheter sur un marché du carbone. Quelque part, on pourra avoir des actions concrètes qui sont liées aussi à nos activités. Oui, ça c'est Je reformule, peut-être que je vais dire une bêtise, mais ça c'est un peu la solution de facilité, d'acheter de la compensation. Non, il faut d'abord regarder chez soi, c'est ça que tu dis. Et en fait, on pourrait le faire aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a un marché. Voilà, si on voulait, on pourrait déjà acheter la compensation carbone. C'est pas du tout l'optique dans laquelle on l'a fait, puisqu'on veut agir sur de la transformation en fait. Tant mieux. On est dans une volonté de transition en tout cas. Là, pour le coup, la transition, elle est formidable. Quel est ton regard sur le prix de l'environnement qui est en cours, qui est quasiment achevé, mais qui est un succès, je crois, au sein de toutes les entités Vinci dans le monde? Alors, tu es un peu à l'origine quand même de ça. Donc Je suis absolument ravie de ce qui se passe. Oui, donc c'est la volonté de notre direction d'avoir lancé le prix de l'environnement dans le groupe en se disant passons à l'action. Donc lançons ce concours interne en mettant à contribution tous les collaborateurs. On a plus de 2500 candidatures, donc c'est génial. C'est juste énorme de richesse. Candidature, c'est une initiative qui est déposée, qui marche, qui fonctionne, qui est éprouvée, qui est mesurée. Voilà. 2500 idées. Et alors, ce n'est pas des idées, parce qu'on a voulu des actions. Je le fais exprès. Donc, on n'est pas dans l'idéation, mais j'allais corriger de toute façon. Donc, effectivement, c'est 2548, très exactement, actions déjà testées, éprouvées, qui font l'objet d'un dossier du coup, de candidature. Donc, c'est hyper riche d'initiatives. On a souhaité faire du partage, de la diffusion, etc. Donc, il y a eu un vote des collaborateurs, pour l'instant au niveau régional. 47 000 votants, donc merci à tous. Oui, sur 200 000 membres, c'est énorme. Voilà, sur 200 000. Pour une première, c'est formidable. Voilà, donc on a une dynamique qui est en train de se faire grâce à ce prix qui est génial.
Et surtout, on a réussi en fait à tisser, à mettre en fait un réseau de relais au niveau de nos entités en local, on va dire, donc dans nos différentes régions et par activité. On a 700 relais qui ont été pilotes, modérateurs, correspondants, experts du coup pour expertiser les dossiers, jury. Voilà. Donc on a créé des rôles qui a permis à chacun dans son rôle par rapport au prix de l'environnement de se renseigner, voilà, de savoir répondre à la question sur le véhicule électrique, d'avoir le début de raisonnement, sur le photovoltaïque, etc. sur tout ça, d'accord. Donc ça, c'est voilà, des relais locaux qui resteront pour le coup, parce qu'il n'y a pas que le côté concours interne où on veut récompenser les meilleures actions, mais vraiment l'aspect je crée dans la pérennité, ce qui nous permettra de faire cette transformation. Je te confirme, pour être pilote du prix de l'environnement sur les Hauts-de-France, qu'il y a des gens qui ont été ravis de pouvoir endosser ce rôle, s'emparer de ces sujets et d'avoir eu la parole à ce sujet. Donc ça, c'est formidable. C'est pas fini le prix de l'environnement, du coup, c'est réplicable. Tu peux nous dire ce qui se passe derrière? La plateforme, elle reste ouverte? La plateforme reste ouverte, donc tout le monde peut continuer à voir les 2500 initiatives. On va l'améliorer pour mettre des filtres, etc., et qu'on puisse aller chercher des initiatives qui répondent aux problèmes concrets qu'on est en train de se poser. On est dans une phase de remise de prix au niveau régional, là, tout le mois de juin. Voilà. Et on aura une remise de prix finale au mois de novembre, en fin d'année. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est surtout faire de la portée sur de l'impact environnemental. Donc, c'est que les lauréats, on soit capable de les déployer. Donc, les actions qui ont déjà été testées, on puisse les déployer, les répliquer à l'intérieur du groupe. Et le faire savoir, le faire savoir, on y revient toujours. Voilà. Moi, je suis ravi, en tout cas, et si je peux en témoigner vis-à-vis de toi, tous les gens qui ont participé au prix de l'environnement ici dans les Hauts-de-France étaient ravis de ça. Et pour nous, notre jury, c'est le 16 juin, donc c'est épatant. Merci à toi. Je voudrais qu'on conclue ensemble. Moi, j'étais ravi vraiment parce que j'espère qu'on a réussi à passer des messages d'optimisme à la population qui nous a écoutés, globalement une population de tous les corps de métier de l'immobilier, mais pas que, certainement. Je te laisse la conclusion d'optimisme, mais tu me dis, on doit aller vers un changement d'échelle. C'est ça, si on veut vraiment que ça devienne naturel, c'est être exemplaire et changer d'échelle, c'est ça? Ce serait ça ta conclusion? C'est ça, effectivement. En fait, on a une marche énorme à franchir. Et oui, il y a une urgence. Et oui, il faut passer à l'action. Et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de quelques exemples isolés, en fait. Donc, le gros challenge, il est là, c'est de faire en sorte que les exemples, les choses qui fonctionnent aujourd'hui, on puisse vraiment leur faire changer d'échelle et qu'elles deviennent, en fait, le nouveau standard. Donc, on a la possibilité là de reconstruire certaines choses dans les modes de raisonnement, etc. C'est dans la manière d'articuler les choses maintenant. On peut mettre l'environnement de façon beaucoup plus centrale et voilà, dans des nouveaux modèles un peu. Eh bien, il faut retenir ça, je te remercie, c'est qu'on est devant un champ des possibles incroyable et que c'est une époque qui veut ça et qu'on n'est pas dans la contrainte, on est dans l'optimisme et on changera d'échelle et bien évidemment on sera exemplaire. Je te remercie pour ce temps passé avec nous. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour un nouveau numéro de Comment ça Wave et toujours avec grand plaisir au sein de ce Smart Building. Merci Isabelle, à très bientôt. Merci beaucoup David.